Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, ce sont les espoirs de paix qui portent les marchés boursiers européens. Et des records, on en a sur les indices français et allemands, avec d'abord un nouveau sommet en 2025 pour le CAC 40 à 8178 points, soit plus 10,6% de progression depuis le début de l'année. Et un DAX allemand à son plus haut historique à 22 513 points, soit plus 12% depuis le début de l'année. Alors qu'au début de l'année, on faisait le constat que les entreprises européennes étaient plus valeur en ce début d'année contre les entreprises américaines, voilà que l'espoir d'un cessez-le-feu rebat les cartes en Europe et permet à nos belles actions européennes et françaises de retrouver de l'attraction. Car en cas de paix, dans un premier temps, on observerait une réduction des prix de l'énergie qui soulagerait bien sûr les secteurs d'abord automobiles avec Stellantis, tout comme les constructeurs automobiles allemands qui bénéficieraient de baisses de coûts de fabrication, de baisses de coûts des matières premières et du transport. D'autres secteurs salueraient aussi cette paix, les secteurs aériens avec Airbus qui pourrait profiter de ces baisses de coûts bien sûr, mais aussi côté produits chimiques avec Air Liquide. Ainsi, même les entreprises des infrastructures de transport comme Alstom pourraient en profiter, mais attention aux risques financiers importants qui pèsent sur cette entreprise tout de même. On a aussi ArcelorMittal qui pourrait reprendre des couleurs avec une augmentation de la demande sur l'acier, ou encore les industries de la rénovation et des installations d'infrastructures électriques avec ABB, Prysmian, Legrand, Nexan ou encore Schneider Electric. Donc oui, des secteurs qui retrouveraient mécaniquement de l'oxygène sur leur marge. Par contre, côté producteurs pétroliers à l'inverse, ils risquent eux de devoir s'adapter à cette baisse des prix de l'énergie et logiquement ça impactera à la baisse le prix du baril de brut. Ainsi, ça ne m'étonnerait pas que ces bonnes nouvelles de scénario de paix plus probable exerce une pression baissière sur notre géant français Total Énergie. Et même l'industrie de l'armement et de la défense pourrait continuer à rester haussier avec des États membres de l'OTAN qui s'engagent à augmenter leurs dépenses au-dessus de 2% du PIB avec des entreprises comme Leonardo ou Thales qui devraient croître dans ces conditions. Dans ce contexte de marché, s'exposer davantage à certaines actions paraît clé aujourd'hui pour profiter d'un éventuel scénario de paix en Europe. Allez, c'est le moment de se prendre un petit café et c'est parti. On commence avec l'action Schneider Electric, notre géant français industriel spécialisé dans les infrastructures électriques qui affiche plus 5% rien que sur ces derniers jours. Une action dont je t'ai partagé régulièrement mon avis positif l'an passé et ça n'a pas manqué. Sur un an, Schneider a délivré plus 21% de performance à ses actionnaires, mais c'est sans surprise sur le long terme que Schneider a délivré le plus avec plus de 145% de croissance en 10 ans. Schneider, c'est le leader mondial des produits électriques basse et moyenne tension, des services, des systèmes et des équipements de contrôle de l'automatisation. L'entreprise est stratégique pour bénéficier de la transition énergétique avec le développement du tout électrique et de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Elle y arrive grâce à son exposition directe aux clients finaux et son activité diversifiée avec une présence notable aux États-Unis d'Amérique. Elle devrait même permettre de délivrer une croissance organique d'au moins 8% par an à moyen terme, une croissance alimentée par ses volumes et l'augmentation progressive de ses marges. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, Schneider n'a pas encore publié ses résultats. Elle le fera d'ici quelques jours le 20 février. Je vais tout de même me livrer à quelques anticipations ici. J'estime qu'on verra une forte croissance à nouveau sur son segment de gestion de l'énergie. Un bon 8% me paraît atteignable pour Schneider si je me base sur les résultats de ses concurrents aux USA. Une bonne croissance sur cette division qui s'explique par la forte demande sur les data centers aux États-Unis. C'est là où les puissants calculateurs des géants de la tech américaine entraînent leur intelligence artificielle, les fameux LLM, et délivrent leurs prestations de cloud computing. Après, j'aime bien dire qu'acheter Schneider Electric, c'est s'exposer à la croissance du cloud computing et de l'intelligence artificielle aux États-Unis, car ce sont deux activités coûteuses en data center. Aujourd'hui, acheter du Schneider sur PEA, c'est aussi s'exposer à son premier marché, donc à la croissance des États-Unis d'Amérique. Après, j'anticipe aussi un petit bémol sur sa publication sur les activités d'automatisation industrielle avec un bas de cycle sur ce segment de marché, potentiellement moins 3% anticipable sur sa division. En moyenne, au niveau groupe, on devrait se rapprocher des 7,5% de croissance sur son chiffre d'affaires récurrent, donc au-dessus des anticipations actuelles du marché. Donc oui, j'anticipe une meilleure publication que l'attendue pour l'action Schneider Electric. Après, en termes de perspective pour 2025, ses clients finaux restent demandeurs avec des volumes croissants.
On reste donc dans une situation attractive en termes de performance future pour l'action Schneider dans ces conditions. Une année 2025 où elle pourrait surperformer à nouveau si on se dirige vers le scénario d'un cessez-le-feu avec des besoins de reconstruction d'infrastructures électriques. Bref, ici l'entreprise reste un business rentable avec une marge brute de 42%. C'est clairement une bonne marge ici pour son industrie et c'est son exposition aux États-Unis qui lui permet d'avoir un taux d'imposition acceptable ici également. Aujourd'hui, sa valorisation de fois 26 de facteurs de bénéfices anticipés reste attractif selon moi pour une entreprise dont on peut espérer une croissance des bénéfices supérieure à 15% par an en moyenne. Mon avis personnel demeure sans surprise positif. Mes objectifs de prix précédents ont été atteints sur l'action. Je cible désormais 280 € l'action pour la fin de l'année, soit encore 13% de potentiel pour Schneider. Avec une croissance qui devrait dépasser les 10% par an. Donc dans 5 ans, je verrai bien Schneider dépasser les 50% de performance. Et oui, en quelque sorte, je vois l'action surperformer le CAC 40 et l'Eurostoxx 600 à moyen terme. Dans ces conditions, c'est quand même une action PEA qui a toute sa place dans mon plan d'épargne action avec un risque à court terme de 35% de variation anticipée que j'accepte volontiers en amortissant ce risque sur plus de 3 années de détention. Alors, avant de passer à une action PEA à fort potentiel, j'ai développé pour toi 2 outils gratuits. D'abord, mon comparatif des frais des courtiers 100% indépendants pour actions PEA et CTO. Et ensuite, je te laisse profiter de mon simulateur de croissance pragmatique. Tout ça, c'est à découvrir sur mon site web guystorm.com. Allez, on enchaîne avec l'action Michelin, le leader du pneumatique qui affiche plus 4,6% ces derniers jours en bourse. On a ici une jolie reprise pour l'action, sachant que Michelin délivre déjà presque 5% de dividendes par an, ce qui réjouit ses actionnaires à la recherche de rente. À ça, on ajoute plus de 23% de croissance sur son titre sur 5 ans. L'entreprise devrait naturellement profiter d'une paix potentielle en Europe avec la baisse des coûts de production qui devrait améliorer sa capacité à générer du cash avec un bilan solide qui devrait permettre à Michelin de continuer à surperformer ses concurrents. La stratégie de réduction des coûts du management porte ses fruits avec des gains de productivité et des frais généraux en baisse. C'est clairement ici le type de mesure pragmatique à faire dans un environnement inflationniste pour Michelin, sachant qu'initialement l'activité du pneu est dans une croissance qui était plutôt basse et dans un scénario de reprise potentielle en 2025 qui était assez molle pour le moment. Or, avec ce nouveau scénario de cessez-le-feu en Ukraine, nous serons plutôt dans un scénario de baisse des prix des matières premières, ce qui serait synonyme de meilleure rentabilité pour Michelin et ça lui permettrait de générer davantage de flux de trésorerie. Depuis 2 ans, je t'avais partagé mon avis positif sur Michelin qui reste parmi mes valeurs de l'automobile préférées avec Ferrari, comme j'ai eu l'occasion de te partager mon analyse en vidéo il y a 2 semaines. Clairement ici, je vois les pneumaticiens mieux performer que les constructeurs traditionnels tels que Stellantis sur le marché de l'automobile, notamment en Europe. La problématique en 2025, c'est la faible visibilité sur les ventes automobiles. Et ici, les pneumatiques offrent une position plus résiliente sur ce secteur. Donc ici, Michelin a une action plus défensive avec des revenus récurrents plus solides grâce au marché du remplacement de pneus et leur demande quel que soit le type de moteur, que ce soit de l'électrique ou du thermique. Donc on peut dire en ce sens que Michelin est structurellement bien positionné dans ce contexte. Avec en bonus une bonne exposition aux États-Unis, le premier marché du groupe. Ainsi, acheter du Michelin sur PEA, c'est s'exposer à la croissance des États-Unis d'Amérique aussi, avec 35% de ses revenus réalisés aux USA et seulement 10% en France, ce qui permet de limiter son risque dans l'Hexagone, qui n'est pas stable en ce moment fiscalement parlant depuis juillet 2024 avec une nouvelle loi de finances 2025 qui pénalise le Made in France en ce début d'année. Donc aujourd'hui, un scénario de reprise en Europe paraît plus probable grâce à un cessez-le-feu qui serait propice à la paix. Ce scénario serait aussi plus propice à l'agriculture et au transport des poids lourds en Europe. Et mécaniquement, ça serait bon aussi pour les ventes de pneumatiques spécialisées, que ce soit pour les engins miniers, les engins agricoles ou encore tout simplement les camions et autres poids lourds. Donc dans ces conditions, le business de Michelin reste solide en 2025 avec 29% de marge brute et presque 7% de marge nette pour l'entreprise. Une marge qui devrait progresser cette année avec les baisses de prix de l'énergie qu'on peut anticiper aujourd'hui. Donc oui, ici clairement une entreprise connue pour ses dividendes réguliers avec presque 5% de rentabilité brute par an. Ce n'est pas rien. Donc une action qui se prête davantage à un profil d'investisseur
à la recherche de rente pour compléter sa retraite par exemple, avec bien sûr toujours l'option de réinvestir ses dividendes pour faire croître sa valeur globale sur Michelin. En termes de valorisation, Michelin reste une valeur très attractive et fait partie de ces actions décotées à mon sens en Europe à x10 seulement de PE ratio anticipé pour 2025, le tout avec une croissance de ses bénéfices supérieure à 10% par an anticipé suite à ses stratégies de gestion des coûts. Sur son chiffre d'affaires, je vais être un peu plus optimiste en passant de 4% par an à 7 à 8% de potentiel à moyen terme de croissance dans le cadre d'un scénario de paix qui se concrétiserait en Europe. Un scénario qui commence à émerger depuis seulement quelques jours, donc pas encore complètement pricé, estimé, pris en compte dans son PE ratio. Ainsi, à mon avis, son PE ratio de x10 est sous-estimé pour Michelin, que je verrai retourner à x15 d'ici 1 à 2 ans. Aujourd'hui, mon avis personnel reste positif pour Michelin à 33,90 € l'action aujourd'hui. Je cible 42 € l'action sous l'hypothèse d'un scénario de paix qui débuterait avec un cessez-le-feu puis une reprise progressive de l'activité en Europe de l'Est. Donc un avis bien positif pour l'action Michelin pour la fin de l'année 2025, soit un potentiel de 23% en 10 mois, le tout avec un risque à court terme proche des 24%, donc qui s'amortirait en un peu plus d'une année de détention. Avant de passer à l'action qui a fait la plus belle performance la semaine dernière, j'organise un live ce samedi 22 février, donc dans quelques jours, où je te partagerai mon top action du moment dans ce contexte assez exceptionnel de 2025, ainsi que mes stratégies d'investissement personnelles. Pour nous rejoindre, c'est via mon programme à vie. Si tu veux en savoir plus, c'est dans la partie programme premium sur mon site web guistamp.com. On enchaîne avec une action PEA du CAC 40 qui affichait plus 16% la semaine dernière. C'est peut-être le retour de Kering. Aujourd'hui à 280 € l'action, l'entreprise qui a été boudée par un grand nombre d'investisseurs de luxe revient fort la semaine dernière. Une action que j'ai moi aussi délaissée dès le deuxième trimestre 2024 par crainte d'un ralentissement sur le luxe, comme je te l'avais partagé en vidéo l'été 2024 et à l'automne 2024. La semaine dernière, Kering nous délivre des résultats meilleurs que prévu, certes avec seulement entre guillemets un repli de 12% de ses ventes l'an dernier, soit tout de même 1% de mieux que l'attendu, avec un quatrième trimestre qui reste en berne lui aussi, mais 3% de mieux encore que le scénario principal. L'action Kering aujourd'hui reste valorisée bien en dessous de ses concurrents sur le luxe. Elle fait office de dernière de la classe sur l'année 2024. Avec Yves Saint Laurent récemment qui affiche moins 8% sur ses ventes, mais tout de même si on creuse un peu, il y a aussi un petit signal de reprise pour Kering, mais pas suffisamment tout de même pour donner envie de penser qu'on serait au plus bas sur l'action. Avec plus 12% sur Bottega Veneta sur le dernier trimestre, c'est une reprise avec une croissance à 2 chiffres sur une marque clé de Kering. Le management limite la casse aussi en monitorant un budget plus serré que prévu, seulement 157 millions de trésorerie consommée contre presque 1 milliard qui était attendu dans les scénarios les plus pessimistes. On voit ici que la direction fait le choix d'une réduction stratégique de ses coûts pour défendre ses marges. On va pas se le cacher ici, globalement cette publication témoigne tout de même d'une dynamique globale qui reste mauvaise sur Kering. Il n'y a pas aujourd'hui de quoi crier victoire avec un bénéfice net qui fond à 1,3 milliard d'euros en 2024. Et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, le management laisse ses investisseurs sans perspective chiffrée. Ainsi, l'actionnaire est sans visibilité ici pour Kering et devra se baser sur les chiffres de la Chine dans quelques semaines courant mars 2025 pour espérer que Kering profite d'une éventuelle reprise du géant chinois. Dans les actualités pour Kering, c'est aussi la fin de la collaboration avec Sabato de Sarno qui fut un pari qui s'est avéré perdant pour Kering. Le directeur artistique a échoué dans sa mission de relancer la croissance de Gucci qui au contraire a continué de creuser. Avec une baisse de 26% pendant le mandat de Sabato de Sarno, certes l'environnement de base était très difficile, il ne serait pas juste dans ce contexte de mettre ces mauvais résultats sur un seul homme. Donc ici, selon moi, Kering paye ses stratégies de réduction de 2022 et mettra du temps avant de reconstruire la désirabilité de sa marque. Et ici, ce n'est pas quelques opérations immobilières qui changeront la donne pour Kering. Aujourd'hui, le problème numéro 1 de Gucci, c'est que sa marque peine à attirer de nouveaux clients avec une baisse notable de son activité en magasin. L'espoir de Kering aujourd'hui, c'est de tourner la page sur Gucci avec sa nomination d'un nouveau directeur artistique qui arriverait à réaliser un redressement rapide pour la marque en se mettant la presse spécialisée dans la poche et surtout ses clients. Idéalement, il faudrait un créateur connu et très influent en Chine. Ce serait un choix pragmatique pour Kering qui miserait sur la région clé
de la croissance future de son activité. Une telle nomination doublée d'une reprise en Chine serait un signal très fort pour Kering en 2025. En attendant, personnellement dans ces conditions, je préfère ne pas parier sur Kering pour ce début d'année 2025. Ici, Kering continue clairement à traverser une période difficile. Le risque ici me paraît bien trop élevé à 47% de variation attendue à court terme. Donc oui, même si Kering affiche plus 15% la semaine dernière, je ne me joindrai pas à ce mouvement d'euphorie tant que nous n'aurons pas des éléments plus concrets de reprise sur cette action du CAC 40. Voilà, sur ce, à samedi pour les membres du programme et sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!